Et j'avais forcément d'autres questions, mais ma seconde question, c'est qu'on parle aussi beaucoup des enjeux évidemment écologiques dans le domaine de la finance, mais pas que. Et on sait que la technologie de la blockchain qui permet de résoudre ces nombreuses équations est très énergivore. Donc, d'un côté, on nous demande de faire attention et avoir une finance responsable. De l'autre, on développe les crypto-monnaies. Comment aussi répondre dans l'avenir à ces problématiques écologiques, puisque plus on avance dans le temps et plus on résout des équations importantes, plus ça va nous demander d'énergie pour résoudre ces équations. Donc, quel sera l'avenir et avons-nous une solution pour cela? Et je rebondis très rapidement, Laurent, pour rebondir sur ce que vient de dire Eve-Marie, effectivement, et les partenaires, enfin les CGP CIF vont avoir une réglementation qui est en train d'arriver de plus en plus importante avec des directives européennes sur le sujet et devoir questionner leurs clients. Donc comment questionner ces clients également sur de la crypto-monnaie, comment on va pouvoir juger si c'est écologiquement responsable ou pas. Puis en pleine période électorale où on parle beaucoup d'écologie, comment répondre à des questions telles que celle d'Eve-Marie? Alors, c'est effectivement un vrai sujet et c'est aussi malheureusement un sujet qui est beaucoup soumis à fantasmes de la part des uns et des autres. Et les détracteurs des crypto-monnaies en général utilisent beaucoup le chiffon rouge de l'écologie, de la consommation énergétique sur le sujet. La réalité, c'est que, alors, en introduction, pour reprendre ce que tu disais, Eve-Marie, effectivement, pour valider un bloc et l'insérer dans une blockchain quelle qu'elle soit, en gros dans la finance décentralisée, vous mettez en concurrence des ordinateurs qui doivent répondre à une équation mathématique pour valider cette équation mathématique et ensuite pouvoir valider les transactions du bloc et les inscrire dans le bloc. Et c'est cette puissance de calcul mathématique qui est extrêmement gourmande en énergie. Ça, c'est pour la petite explication technique de comment ça fonctionne. Vous avez une autre façon d'intégrer et de valider des blocs quand vous parlez de blockchain, c'est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu. C'est-à-dire que la preuve d'enjeu, vous allez mettre en jeu des jetons que vous possédez et vous allez dire, moi je mets en jeu des dizaines, des centaines, des millions de jetons et moi je mets ces jetons-là en jeu et donc si je me trompe, si je fais une bêtise sur la validation du bloc, je me ferai confisquer les jetons. Donc plus vous avez de jetons, plus vous êtes crédible entre guillemets dans la validation de ces jetons. Et cette partie-là n'est pas du tout gourmande en énergie, enfin en tout cas pas plus que les serveurs de cloud des différents géants du web. Donc ça permet d'écarter un petit peu une bonne partie des problèmes. Et il faut savoir que 80% des crypto-monnaies sont basées sur la preuve d'enjeu. Donc le sujet de la consommation énergétique n'est que, entre guillemets, pour 20% des cryptos et principalement pour Bitcoin. Alors comme Bitcoin et Ethereum représentent 60 à 70% de la capitalisation et des transactions, c'est un vrai sujet. Le métier de ce qu'on appelle mineur, on appelle les mineurs, les gens qui minent les blocs. C'est pas du charbon là. C'est pas du charbon, c'est des bitcoins ou des terres, on les appelle les mineurs. C'est une industrie comme une autre, d'accord ? Ce sont des gens dont le métier, c'est de valider des blocs, de recevoir en contrepartie des bitcoins ou de l'Ether. Et donc, il y a, comme n'importe quelle activité, une équation économique à résoudre. C'est-à-dire que le coût de production de mon bitcoin, il est extrêmement et fortement corrélé au prix de l'énergie que je consomme pour faire ce bitcoin. D'accord ? Donc, si on est sur des énergies type fossiles, gaz, etc., le coût de production d'un bitcoin, c'est à peu près 28 000 ou 30 000 $. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un bitcoin à 24 000 $, ça n'est pas rentable. Donc, ces acteurs-là ont en permanence le souci de trouver les sources d'énergie qui soient non seulement les moins chères possibles, mais surtout en quantité, je ne vais pas dire infinie, mais quasiment importante. Pourquoi ? Parce que si un mineur va s'installer à côté d'une centrale, imaginons une centrale solaire, d'accord ? Et si cette centrale solaire se dit, mais attends, moi, ok, je veux bien te mettre à disposition mon surplus d'énergie, mais par contre, il y a des moments où si j'ai vraiment besoin de toute la puissance de la centrale, je ne vais pas te la mettre à disposition, je vais plutôt la mettre à disposition des habitants du pays, des entreprises du pays, ce qui paraît un peu plus logique. Ce qui fait que pour le mineur, s'il vient s'installer là, il se dit, il y a des moments où je vais pouvoir miner du Bitcoin, puis il y a d'autres moments où je ne pourrai pas, donc c'est compliqué. Donc, tous les mineurs essayent de se tourner et se positionnent à côté de sources d'énergie renouvelables et en quantité, si ce n'est infinie, en tout cas suffisante pour ne pas avoir de problématiques de report de production sur d'autres activités. Et donc, vous avez énormément de mineurs qui sont installés en Islande, parce que là, la géothermie fait... et l'Islande est un pays autarcique, de point de vue de l'énergie. Ça coûte trop cher de l'exporter, et il n'y a aucun besoin de l'importer, puisque le pays est totalement autarcique. Donc, vous avez de l'énergie en quantité quasiment infinie,
à disposition et qui plus est, du coup, elle est extrêmement peu chère parce que pour le gouvernement qui vous vend cette énergie, finalement, c'est du bonus, c'est du surplus et ça coûte très peu cher de la produire. C'est la même chose au Canada, si vous vous positionnez à côté des chutes du Niagara. Vous avez des projets en Norvège sur exactement le même principe sur de l'hydraulique. On pourrait faire la même chose dans les déserts avec des panneaux. On pourrait faire la même chose dans les déserts, etc. Je d'ailleurs qu'il y a des centrales solaires énormes dans le désert des Émirats pour justement favoriser le minage avec l'énergie solaire. Exactement. Donc c'est vrai que ça consomme énormément d'énergie. L'objectif de l'ensemble des acteurs de la communauté crypto, c'est de faire en sorte, que cette énergie ne soit pas consommée au détriment ou aux dépens de la population locale et des entreprises locales, évidemment. Ça, c'est le premier point. Et surtout, qu'elle soit en quantité disponible à un instant T, permanente, et qu'elle soit, si possible, le moins cher possible. Donc le renouvelable a toute sa place dans le développement des activités de mining et de Bitcoin. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des projets qui sont en cours sont basés sur les énergies renouvelables. Donc oui, c'est une question. Par contre, non, ça n'augmente pas le bilan carbone de Bitcoin, puisque de plus en plus, les énergies fossiles sont mises de côté. Ça aide certains pays à obtenir du PIB supplémentaire parce que ça met à disposition et ça vend de l'énergie qui de toute façon ne serait pas consommée. Et puis c'est aussi une solution écologique parce que ça permet à certains endroits de financer des centrales de production d'énergie parce qu'on sait qu'on a une partie de cette énergie qui sera captée par des acteurs de Bitcoin et l'autre partie, là où on ne pouvait pas poser une centrale, on va la poser et du coup on va aussi pouvoir servir les populations locales et les entreprises. Bon, c'est un sujet, mais il y a des vraies réponses qui permettent de répondre et de contourner le problème. Ève-Marie, est-ce que cette réponse te convient? Eh ben, c'est une piste, c'est une piste à explorer puisque les idées reçues sont en tout cas nombreuses dans ce domaine-là, et donc c'est intéressant d'avoir une autre vision de l'écologie et la crypto-monnaie.